don't get mad like I used to, but I do get sad and aloof too. And if truth be told, there's a few things wrong ever since I knew I would lose you. But never mind that, you can never find that. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdote. Cet épisode a été coécrit par le DJ et compositeur Lex Faury. J'ai mis le lien de son Facebook et de son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller checker, à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour le remercier de toutes ces petites anecdotes précieuses qu'il nous a données. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, il y a le petit lien qui s'affiche quelque part là sur l'écran. Bon du coup, pour la première anecdote, on va parler de Jimi Hendrix. Cette histoire se passe lors du festival de pop de Monterey en 1967. C'est un festival qui se déroule pendant 3 jours. Jimi Hendrix va jouer lors de ce festival avec d'autres groupes internationalement connus comme par exemple The Who. Chaque groupe veut montrer ce qu'il est capable de faire, vu que c'est un festival international et que c'est à but caritatif, il faut montrer de quoi on est capable afin de marquer les esprits. Du coup, vu qu'ils veulent tous jouer en premier afin de chauffer les gens et de mettre la patate, ils jouent à pile ou face afin de savoir qui c'est qui va jouer le premier. Malheureusement pour Jimi Hendrix, c'est The Who qui gagne et donc du coup c'est eux qui passent avant lui. Sauf que là, Jimi Hendrix il se dit « Ok, c'est pas grave, m'en bats les steaks, moi je vais montrer de quoi je suis capable et je vais tout défoncer ». C'est lors de ce fameux concert et grâce à cette petite guéguerre entre les deux groupes qui fera un concert mémorable, et c'est notamment lors de ce concert que Jimi Hendrix jouera le solo de Hey Joe avec ses dents, même en mettant la guitare derrière son dos, et qu'à la fin du concert, il brûla sa guitare sur scène. C'est quand même incroyable de se dire qu'un des événements les plus marquants de la musique durant le 21e siècle est dû juste à une partie de pile ou face. Pour cette deuxième anecdote, on va parler de Marvin Gaye. Nous sommes en 1983 lorsque Marvin Gaye rentre d'Europe où il s'était exilé après quelque chose d'assez tragique. En effet, quelque temps auparavant, la chanteuse Tammy Tyrell est morte dans ses bras lorsqu'ils étaient ensemble sur scène. C'est une chanteuse avec qui il a fait énormément de duos, notamment la musique Ain't No Mountain High Enough. Après ce retour, il signe des musiques qui fonctionnent encore énormément, mais malheureusement pour lui, il retourne dans la drogue. En effet, il a vécu des choses tellement dures, mais ça on en parlera dans une autre vidéo qui sera consacrée entièrement à lui, si jamais ça vous intéresse. À cause de tout ça, il commence à devenir énormément paranoïaque, il embauche de plus en plus de gardes du corps, il a peur de se faire assassiner. Pour respirer, il était obligé d'être sous assistance respiratoire dans une chambre climatisée. Imaginez un petit peu la tronche du bonhomme. Il commença même à perdre la mémoire, ce qui l'incita à revenir vers ses parents avec qui il avait eu quelques problèmes par le passé. En effet, Marvin Gaye Senior, son père, est prêcheur dans une église. Il avait même prophétisé la gloire de son fils. Mais il a toujours dénigré les choix musicaux qu'a fait Marvin Gaye Jr. Il aurait préféré qu'il fasse du gospel. Ça a énormément mis dans l'embarras son père, lui qui a toujours désapprouvé son fils et qui n'acceptait donc pas que ce soit lui qui subvienne aux besoins de sa famille. C'est alors dans la nuit du 1er avril 1984 que Marvin Gaye Senior tua son fils à coups de chevrotine. Et oui, Marvin Gaye a tué Marvin Gaye. Les causes de la fusillade restent encore floues aujourd'hui, mais apparemment le père aurait eu peur du fils qui l'aurait attaqué violemment durant la nuit. Le père de Marvin Gaye a été arrêté, puis ensuite relâché. Ils lui ont découvert un cancer le jour de son arrestation. Enfin bref, anecdote plutôt triste et sombre, mais je trouvais ça quand même assez incroyable comme histoire. Pour cette troisième anecdote, on va parler d'un groupe de rock que vous connaissez sûrement, AC/DC. On arrive donc en Australie lorsque deux frères recherchent le nom pour leur groupe de musique. C'est l'une de leurs sœurs qui trouva le nom en regardant un petit sigle sur un aspirateur. En effet, sur l'aspirateur, il y avait un mode courant alternatif et courant continu, qui peut se traduire en AC et DC. C'est donc de là que vient le nom du groupe. Alors bien sûr, durant toute leur carrière, il y a des groupes religieux qui diront que AC/DC, ça veut dire Antichrist, Demon Child, pour coller un petit peu au côté Antichrist du hard rock. À l'époque, c'était assez mal vu d'écouter du rock. Eux-mêmes ont laissé planer le doute, il y en a même qui disaient que AC/DC, ça voulait dire bisexuel. Sauf qu'au final, comme je viens de vous l'apprendre, le nom d'un de vos groupes préférés vient en fait d'un aspirateur. Et ça, c'est beaucoup moins glorieux quand même. Pour cette dernière anecdote, on va parler du groupe Kiss.
En 1978, le groupe Kiss est à son apogée. On parle même de Kissmania et ils sont même les protagonistes d'une BD Marvel. Des producteurs, comme à leur habitude, ont des très bonnes idées et une de leurs bonnes idées, c'est de sortir un film avec Kiss. Les producteurs investiront entre 2 et 3 millions dans le film, qui sera lui réservé à la NBC. Le film sera très sobrement appelé Kiss contre les fantômes. Vous la sentez arriver doucement là, le petit film nul ou pas? Hein? Parce que là, Kiss contre les fantômes. Non mais, vraiment. Ça fait penser à Charlie Angels. Je vais vous lire le synopsis et vous allez rigoler avec moi. Le groupe de rock Kiss est en pleine préparation d'un concert dans un parc d'attractions futuristes. Lorsque Abner Devro, le concepteur des robots mannequins du parc, apprend sa mise en retraite. Il décide de contrecarrer tous les plans du nouveau directeur du parc. Caché dans les sous-sols du parc, Devro a trouvé un moyen de cloner des humains en robots. Il décide donc de capturer les 4 membres de Kiss pour tester cette nouvelle technologie et lancer son attaque contre le monde. Maintenant, dites-moi, où sont les fantômes? Eh ben, nulle part. D'où le titre, qui n'a rien à voir avec le film. Voilà. Bon, comme vous vous en doutez, hein, ce film est un nanar monumental, et même le groupe ne veut plus en entendre parler. Il y a même une rumeur comme quoi s'il y avait un des membres de l'équipe qui en parlait au groupe, il se faisait virer instantanément. Comme quoi, ils ont vraiment détesté ce projet. Et à ce qui paraît, le film est encore très difficile à trouver, vu qu'il a été effacé de partout. Donc voilà, c'est la fin de cette anecdote numéro 2. J'espère que le conseil vous plaît toujours, hein. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des anecdotes intéressantes dans les commentaires, peut-être que j'en ferai une vidéo. En tout cas, d'ici là, à vos instruments, à vos vocalises, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez des projets à mixer ou à enregistrer, n'hésitez pas à faire appel au Studio Berg, je vous mets tous les liens dans la description. Peut-être que vous serez le prochain à faire un film avec des fantômes, sans fantômes. Allez, on se retrouve en cabine.